Madame, Monsieur, bonsoir. Une question d'actu spéciale Africa CEO Forum ici à Abidjan qui se tient sous la thématique du renforcement du secteur privé, de voir éclore de nouveaux champions africains. Alors pour cela, il faut un climat des affaires idoine, mais aussi les bonnes conditions de financement. Alors conscient de l'importance du challenge et fort de sa nouvelle politique d'investissement, le Maroc est présent cette année à Abidjan en force. La délégation marocaine est menée par le chef du gouvernement, M. Aziz Arnouch. Il est également accompagné par le ministre de l'Investissement que j'ai l'immense joie de recevoir en interview ici à Abidjan. Bonsoir Mohsin Jazouli, merci de répondre à nos questions. Bonsoir Khadija Hassan et merci de me recevoir. Donc aujourd'hui, il y a eu une session Morocco Now, où c'est la version en tout cas de l'Africa CEO Forum, c'est Invest in Morocco, comme il y a Invest in d'autres pays qui sont représentés ici. Quelles sont les attentes de la présence aujourd'hui du Maroc et de l'organisation d'une telle session face à des investisseurs africains et autres aussi, parce qu'il n'y a pas que des Africains? Écoutez, les attentes sont multiples. Le Maroc a l'habitude d'être présent ici à l'Africa CEO Forum depuis de nombreuses années. C'est un habitué. Les entreprises marocaines ont reçu des prix régulièrement. Les hommes d'affaires viennent ici. Mais la nouveauté, c'est que le gouvernement est représenté ici avec le chef du gouvernement qui est venu avec cette délégation. Et bien sûr, l'ambition, c'est de partager l'expérience marocaine, la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de la coopération sud-sud, l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique, c'est ce que nous venons aujourd'hui représenter ici, et nous l'avons fait bien sûr avec l'interview ce matin du chef du gouvernement, l'interview croisée avec le Premier ministre Patrick Hachi, mais également cette Invest in Morocco qui était le Morocco Now du CEO Forum, où là encore nous sommes venus raconter de belles histoires entre le Maroc et le continent africain. Il y a de belles histoires, et notamment en Côte d'Ivoire, où le Maroc c'est aujourd'hui l'un des investisseurs majeurs sur toute l'Afrique de l'Ouest. Comment justement ce genre d'événements et la présence de ce genre d'événements concrétise-t-elle cette vision et aussi la pérennise-t-elle? Alors, vous le disiez, si bien il y a de grands investissements, le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, et la Côte d'Ivoire fait partie des destinations privilégiées des entreprises marocaines. Ça a commencé par le secteur bancaire, les assurances, les télécoms, mais ensuite, après les nombreuses visites de Sa Majesté à travers le continent, d'autres entreprises sont venues imprimer leur marque ici avec de belles success stories dans l'immobilier, l'industrie, l'agro-industrie. Et aujourd'hui, d'autres se préparent encore à venir faire des co-investissements avec des entreprises ivoiriennes notamment. Nous allons revenir à ce concept de co-investissement, parce qu'il est très très important quand on parle d'unir la voix des Africains et justement qu'il y ait une complémentarité entre tous les milieux d'affaires africains, ces 54 milieux d'affaires africains, pour qu'ils puissent unir leur voix et mieux collaborer. Mais je voudrais aussi m'arrêter sur cette peut-être hasard du calendrier, n'est-ce pas? À quelques jours de la tenue de ce forum, de l'Africa CEO Forum, eh bien, il y a eu une grosse annonce pour l'industrie, pour l'investissement au Maroc. Il s'agit de cette Gigafactory et un groupe sino-européen, leader dans le secteur de la mobilité électrique, qui pose ses valises au Maroc, Monsieur le Ministre. Oui, tout à fait. Et puis, c'est intéressant de la mettre en perspective de tout ce que nous sommes en train de discuter en ce moment à cet Africa CEO Forum, à savoir la complémentarité de nos économies. Il y a une complémentarité certaine dans la mesure où, effectivement, c'est une usine importante qui va s'implanter au Maroc. Une gigafactory, ça veut dire une unité de grande taille, de très très grande taille, plusieurs dizaines d'hectares, plusieurs milliers d'emplois. On parle de 25 000 à 30 000 emplois et des investissements de l'ordre de 65 milliards de dirhams. Et c'est dans un secteur qui est le secteur de la mobilité électrique où on a besoin de fabriquer toute la chaîne de valeur du véhicule électrique, et une grande composante concerne la batterie qui rentre en valeur pour près de 40 jusqu'à 60% de la valeur d'un véhicule électrique.
Et donc c'est important aujourd'hui qu'au Maroc, nous ayons cette maîtrise de cette chaîne de valeur et que nous la faisions en Afrique, là où se trouvent les ressources qui servent justement à fabriquer ces batteries. Il y a des batteries qui sont à base de phosphate, de cobalt notamment, et donc de manganèse, de lithium. Et bien entendu, ce sont des ressources qui se trouve en Afrique, c'est tout naturellement qu'il doit y avoir des unités de production logées en Afrique, avec un savoir-faire marocain aujourd'hui qui a démontré qu'il y a des success stories possibles avec notamment le secteur de l'automobile. Les investisseurs se disent que c'est l'endroit idéal pour venir investir dans ces technologies d'avenir. Et il y a dans le pipe ce co-investissement dans la mobilité électrique et peut-être aussi dans d'autres secteurs liés aux industries, j'ai envie de dire du futur, mais celles d'aujourd'hui. On parle d'énergie renouvelable, on parle de batteries, on parle de mobilité électrique, mais pas que. Et ce sont aussi, il y a des besoins en Afrique. Alors, est-ce que les partenaires africains vous semblent prêts justement pour sauter le pas pour faire main dans la main pour attaquer ces enjeux de l'avenir? Tout à fait, tout à fait. On a cité le cas de la mobilité électrique, mais allons sur des choses qui sont à la limite qu'on touche plus facilement. L'agro-industrie, on est ici en terre de cacao. L'Afrique produit, et la Côte d'Ivoire représente 40% du marché de la production du cacao. Et sachez que l'Afrique ne capte que 7% de la valeur totale, de la valeur ajoutée totale liée au secteur du cacao, du chocolat. C'est bien dommage. Et donc, il faut de plus en plus imaginer de la production locale, de la transformation locale et de la création de valeur ajoutée locale. Et c'est tout naturellement que des entreprises marocaines qui ont un savoir-faire dans l'agro-industrie regardent aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire comment créer des chaînes de valeur liées à toute la filière cacao pour en tirer le maximum de valeur ajoutée et la localiser sur le continent africain. Et vous êtes là pour les accompagner, enfin quand je dis vous, l'AMDI… Nous sommes tous là, voilà, justement pour créer des opportunités, créer des rencontres entre les différents acteurs, les différents maillons de la chaîne de valeur et justement faire que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. C'est une ambition en tout cas. Alors, on ne peut pas parler, on est en 2023, et on ne peut pas parler d'investissement sans parler de la conjoncture mondiale. Avant de parler du cas Maroc et de l'Afrique, Monsieur le ministre, en toute objectivité, est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il est encore opportun d'investir? Et pourquoi? Moi j'ai envie de dire, il est encore plus que jamais opportun d'investir quand on est au bon endroit, au bon moment. Il se trouve que c'est le cas du Royaume du Maroc. Bien sûr, la Covid a bouleversé les chaînes de production mondiales, les chaînes de valeur se sont un petit peu reconfigurées. La crise ukrainienne est en train de bouleverser la power map énergétique. Les changements climatiques sont également en train de bouleverser la donne. Et c'est à ces moments-là que les pays comme le Royaume du Maroc, qui ont bâti quelque chose sur les 20 dernières années, et en particulier grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, c'est grâce à ce qui s'est passé sur les 20 dernières années qu'aujourd'hui nous sommes prêts à capter les opportunités, à saisir les opportunités qui naissent de ces chamboulements internationaux. Et oui, il est temps d'investir plus que jamais quand on est au bon endroit et au bon moment. Alors en parlant d'endroit, est-ce qu'il y a une cible géographique, une position géographique que le Royaume du Maroc cible en particulier pour attirer des investissements directs étrangers? Vous savez, depuis 18 mois, depuis que ce gouvernement a été formé, nous avons sillonné le monde, vous le disiez. Nous avons été vendre la marque Morocco Now aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Europe, en Allemagne, en Angleterre et bien d'autres. Et on a les mêmes réactions à chaque fois. Vous êtes un pays avec une stabilité grâce à la vision de Sa Majesté. Une stabilité et une sécurité. Vous êtes un pays dans lequel il y a une population jeune. L'âge médian au Maroc est de 29 ans, quand en Europe il est de 43 ans. Et ça, c'est une opportunité pour des investisseurs qui cherchent à employer du monde et à créer de la valeur autour des compétences. Nous sommes bien sûr à une position géostratégique essentielle, importante. Et puis, nous avons aujourd'hui réussi le
pari fixé par Sa Majesté il y a plus de 15 ans des énergies renouvelables, et nous avons aujourd'hui des énergies renouvelables disponibles et à bas coût. Donc tout ça fait que ces investisseurs nous regardent, et nous avons ciblé aussi bien les États-Unis que la Chine, que l'Europe, le Moyen-Orient ou aujourd'hui l'Afrique pour saisir toutes les opportunités, puisqu'aujourd'hui on nous regarde avec ces yeux qui brillent. Alors vous avez semé des graines, on devrait s'attendre à cueillir les fruits dans les mois, parce que ça ne vient pas d'un claquement de doigts d'attirer des investissements à des millions de dollars. Tout à fait. On a semé des graines il y a 18 mois et on a commencé à récolter déjà lors de la première commission nationale des investissements qui a eu lieu il y a quelques jours, à l'issue de laquelle on a pu passer des dossiers avec des montants records. Alors le premier montant record que je voudrais annoncer, c'est les 12 milliards quasiment d'investissements du secteur privé. Et de toutes les commissions d'investissement passées, aucune n'avait atteint ce montant-là de 12 milliards de dirhams. Ensuite, il y a le programme du groupe OCP qui a été présenté devant Sa Majesté, et nous avons fait passer la moitié du programme de 130 milliards, à savoir 65 milliards en commission des investissements. Ça, je dirais, c'est la suite logique de ce qui avait été présenté. Et puis, il y a des projets stratégiques des projets qui ont reçu le caractère stratégique à concurrence de 55 milliards de dirhams. Donc tout ça, c'est les fruits que nous cueillons des 18 derniers mois où nous sommes allés travailler tous la main dans la main, secteur public, secteur privé, comme l'a souhaité Sa Majesté le Roi quand il a appelé à ce que le secteur public, le secteur privé, le secteur bancaire travaillent justement la main dans la main pour créer ces 550 milliards de dirhams d'investissement et générer quelque chose comme 500 000 emplois entre 2022 et 2026. Et c'est un objectif qui vous semble réalisable et réalisable? On va tout faire pour le réaliser. C'est une ambition forte fixée par le souverain, et tout le monde l'a en face pour pouvoir la réaliser. Et nous sommes tous motivés par cette ambition qui nous a été fixée pour la réaliser, Inch'Allah. Alors il y a ces chartes de l'investissement, donc c'est la grosse nouveauté aussi, n'est-ce pas, depuis que vous êtes justement en charge de l'investissement. Peut-être un petit rappel des ambitions de cette charte de l'investissement, mais surtout, on attend les décrets d'application, parce qu'effectivement la charte pose un peu le cadre, n'est-ce pas, mais on attend les décrets pour que ça puisse voir le jour et vraiment être mis en œuvre sur le terrain. La charte de l'investissement, petit rappel comme vous le citiez, c'est un espace transparent, clair pour tous les investisseurs, qui donne des règles visibles par tous pour pouvoir justement pousser le secteur privé à investir et inverser la tendance entre investissement public et investissement privé à horizon de 2030, pour qu'à horizon 2035, l'investissement privé représente 2/3 de l'investissement total et l'investissement public 1/3. Cette charte, comme vous le savez bien, a trois grands piliers. Un pilier qui est lié aux primes d'accompagnement qui peuvent aller jusqu'à 30% du montant de l'investissement. Il y a une partie qui est liée au climat des affaires et où on va améliorer le climat des affaires. Parlons de climat des affaires. Oui. Je vous interromps si vous le permettez, Monsieur le Ministre. C'est un peu le petit point noir qui persiste. Je vais y revenir. Je finis juste mon troisième pilier et je reviens au climat des affaires. Bon. Sur le troisième pilier, c'est la gouvernance, et qui est aussi un élément essentiel dans la charte. Cette charte-là, puisque vous m'avez parlé aussi des décrets d'application, oui. On s'était engagé sur 3 dates. Pour la première fois dans une loi cadre, on prend des engagements fermes et on les tient. On avait pris 3 engagements. Sortir le premier décret d'application avant 3 mois, le second avant 6 mois et le troisième avant 1 an. Nous avons sorti le premier 2 mois et demi après la promulgation de la loi. Nous sortirons, Inch'Allah, le deuxième juste avant les 6 mois prévus, et nous travaillons sur le troisième. Donc, en ce qui concerne donc c'est pour bientôt le deuxième décret. Le deuxième décret est prévu avant fin juin. Et il concernera les investissements directs marocains et étrangers qui permettront aux Marocains d'aller, justement, on les accompagnera, qui nous permettront d'accompagner les investissements marocains sur l'international. Pour revenir au climat des affaires. Parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés aussi au Maroc. Hein, avant c'est pour ça que je parle de climat des affaires. Alors justement, sur l'accompagnement sur le Royaume et ailleurs, nous faisons tout pour favoriser
un bon climat des affaires. Et la Commission nationale de l'environnement et des affaires, qui s'est tenue le 15 mars dernier sous la présidence de Monsieur le chef du gouvernement, a fixé des ambitions claires et pour la première fois un plan multi-annuel à 2023-2026 avec des ambitions claires. Simplifier le parcours de l'investisseur, rendre l'investissement plus compétitif dans notre pays et puis surtout créer une nouvelle génération d'entrepreneurs qu'on va pousser en lui facilitant justement tout cet acte d'investir et d'entreprendre. Donc ça fait partie de nos priorités, ça fait partie de nos ambitions également, c'est de fluidifier et de faciliter l'investissement et l'acte d'entreprendre au Maroc. Et l'acte d'entreprendre par région, par secteur ciblé, est-ce qu'il y aura peut-être aussi des gestes? Alors, peut-être aussi des programmes spéciaux pour certaines régions, Monsieur le ministre, qui ont besoin d'un vrai boost pour l'investissement. Les régions sont l'expression sur le terrain de tout ce qu'on fait et qu'on prépare en centrale. Il est évident que, d'abord, d'un point de vue gouvernance, nous avons délocalisé la préparation, la signature des conventions et le déblocage des primes pour des montants allant jusqu'à 250 millions de dirhams. C'est une première dans l'histoire économique et l'histoire de l'investissement du royaume. Donc les régions vont pouvoir se prendre en main et on va pouvoir les accompagner pour le développement. Bien sûr, vous avez vu qu'il y avait des primes territoriales pour sortir de l'axe classique Jdida, Casa, Tanger pour rentrer un peu plus dans les terres. Et ça commence à faire ses effets. Dans la première commission des investissements dont je vous ai parlé, on a eu 8 régions qui ont été justement ciblées par des investissements. Donc, on a une vraie ambition d'équilibre des territoires. Et bien sûr, nous avons cette stratégie d'investissement qui est déclinée par région, par secteur et sur les prochaines années. Donc, les choses sont claires pour nous, aussi bien sur la vision nationale que sur la vision régionale. Vous échangez de plus en plus, vous venez de tenir une réunion d'ailleurs avec le patronat. Est-ce que vous sentez qu'il y a la confiance qui est rétablie avec ces investisseurs marocains pour que justement ils investissent davantage ou pour que d'autres fassent le pas? Alors pour que la confiance soit rétablie, il faut que dans chacun des deux sens, elle soit rétablie. Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est le cas. L'État fait confiance au secteur privé et le secteur privé fait confiance à l'État. Et nous travaillons la main dans la main. Vous voyez qu'ici, nous sommes une délégation à la fois de représentants du gouvernement et des représentants du secteur privé. Et on se parle, on travaille ensemble, on prépare justement l'avenir ensemble et il y a une confiance qui est entièrement rétablie. Je veux vraiment m'arrêter encore une fois sur le climat des affaires parce que c'est très très important. Et de toute façon, le climat des affaires et l'autre pilier qui est la gouvernance, c'est un peu, c'est des vases communicants, j'ai envie de dire, parce que l'un dépend de l'autre finalement. Alors, la réforme des CRI, Monsieur le Ministre. La réforme des CRI, c'est un maillon essentiel dans tout ce dispositif. Elle avait été entreprise en 2018 avec un travail que je tiens à saluer, qui est le travail qui a été fait par le ministère de l'Intérieur avec la loi 47-18, qui avait permis de mener une première réforme. Aujourd'hui, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a demandé à ce que les CRI, il a demandé dans un discours, et c'est très clair, à ce que les CRI couvrent l'ensemble du process de l'investissement. Et donc c'est tout naturellement qu'ils ont été, leur responsabilité a été transférée au chef du gouvernement qui en délègue certaines prérogatives au ministère de l'Investissement. Et à partir de là, nous allons travailler ensemble, encore une fois. Comment vous allez réussir là où d'autres ont peut-être un peu échoué ou pas atteint les objectifs ciblés? On va travailler ensemble avec de nouveaux objectifs. Nous sommes dans un nouveau framework, un nouveau cadre de travail, cette nouvelle charte de l'investissement, ces territoires qui ont envie de se développer, cette gouvernance qui évolue, c'est tout ça qui va permettre justement de faire évoluer et de rentrer dans une nouvelle génération de réformes des CRI. Il y avait une première version des CRI, une seconde, et maintenant on va vers une troisième. Ce n'est pas les uns qui échouent, les autres qui réussissent. C'est des évolutions qui sont dues, je dirais, à l'évolution naturelle des environnements. Et l'environnement évolue, les CRI doivent évoluer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler régulièrement avec les 12 CRI pour que le mindset évolue
et que quelque part, on puisse être réellement au service de l'investisseur. Et chaque fois que je vais dans un CRI, je dis l'investisseur, c'est votre ami. Et il faut ses problèmes, c'est votre problème. Et donc c'est je dirais une philosophie qui est en train de prendre. Et je tiens à saluer leur travail et à les remercier pour leur engagement. Encore une fois, je vous le répète, on va tous réussir ensemble quelque chose puisque tout le monde a cette même ambition et nous sommes tous drivés par les objectifs qui nous sont fixés par Sa Majesté. Mais les séries vont rester dans le même format qu'ils sont aujourd'hui. On est en train de réfléchir justement. Donc c'est en réflexion. On y réfléchit. C'est prématuré de vouloir faire des changements. Nous travaillons, nous sommes en train de regarder quel est le meilleur format et nous travaillons avec eux. J'ai tenu des séances de travail avec eux et je suis satisfait par les échanges et les interactions que nous avons et je suis convaincu que nous allons tous faire du bon travail ensemble. Est-ce que ce bon travail va permettre vraiment d'accorder les violons entre le gouvernement et les régions ? Écoutez, on est condamné à accorder nos violons. On est condamné à réussir et nous faits, allons réussir. Il n'y a aucun doute. Oui, mais comment justement accorder ces violons ? Parce qu'il s'agit aussi que les régions assument une certaine responsabilité et il faut qu'elles puissent assumer ces responsabilités, qu'elles puissent avoir la main dessus. Vous savez, la régionalisation avancée souhaitée par le souverain, qui est en train de se déployer et qui est en train d'évoluer, a besoin d'un petit peu de temps. Dans tous les pays, ça a pris du temps. Donc on arrive à ce moment-là, nous sommes en pleine transition avec la décentralisation, la déconcentration. Tout ça a besoin d'effectivité sur le terrain. Et ça fait partie des choses que nous faisons évoluer avec ces opérations comme celle de la charte de l'investissement et de la régionalisation de la charte de l'investissement. On a commencé cette entrevue par les investissements internationaux, étrangers, mais aussi en Afrique. On va peut-être la terminer aussi là-dessus. Quelle est aujourd'hui, parce qu'il s'agit beaucoup de souveraineté, on a beaucoup entendu parler de souveraineté économique. Est-ce que vous pensez que l'investissement... Oui, c'est sûr, vous allez me répondre que oui, il a son rôle dans l'atteinte de cette souveraineté économique, mais pour le cas de l'Afrique, peut-être pas comme un continent, mais comme un pays, comment atteindre cette souveraineté grâce au co-investissement ? La souveraineté, encore une fois, il faut peut-être compartimenter. Il y a la souveraineté au sens le plus extrême, le plus noble du terme, et ensuite, il y a des déclinaisons. On parle de souveraineté sanitaire, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté liée à la sécurité, à la défense. Et pour chacun de ces compartiments, il y a un travail à faire. Vous voyez par exemple que pour la souveraineté sanitaire, Sa Majesté le Roi a initié un programme de cluster de vaccins qui aujourd'hui est en train de voir le jour et qui va assurer une forme de souveraineté sanitaire en cas de nouvelle pandémie. Donc quelque part, c'est un travail qui a été fait avec des acteurs publics et privés. C'est un réel partenariat qui s'est fait pour lancer ce cluster et qui va être effectif dans les prochains jours. Sur la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, c'est pareil. Aujourd'hui, nous avons les fruits de tout, le plan Maroc vert, la génération green, qui nous permet aujourd'hui, malgré les crises qu'on peut voir à l'international, avoir de la disponibilité, qu'on soit en période de crise sanitaire ou autre, à aucun moment les chaînes d'approvisionnement n'ont été rompues. Et ça, c'est parce qu'il y a un travail stratégique en amont, il y a des réflexions en amont, il y a de l'opérationnalisation, de la mise en œuvre qui ont permis justement d'aboutir aujourd'hui à cette souveraineté et sécurité alimentaire. Pareil, sur le militaire, il y a aujourd'hui une loi qui permet d'investir dans le secteur de la défense au Maroc. Ça permettra demain d'assurer une souveraineté supplémentaire. Et on y va à très grands pas. Donc tout ça, encore une fois, il y a de la conception, il y a de la mise en œuvre, il y a du pilotage, il y a bien sûr une vision, celle qu'on connaît, celle de Sa Majesté, et puis il y a les mises en œuvre au niveau d'un gouvernement aujourd'hui qui est fortement mobilisé. Et qu'en est-il du co-investissement justement en Afrique et les clés pour promouvoir justement ce co-investissement africain ? Ben, écoutez, on est là pour ça. Nous avons la chance que Sa Majesté le Roi ait pu effectuer ces 50 visites dans le continent
auprès d'une trentaine de pays africains et à l'issue desquels près de 1000 accords ont été signés et on en voit un certain nombre de déclinaisons qui ont permis très naturellement à des acteurs marocains de faire du co-investissement avec des acteurs africains. Et chaque fois qu'on va dans un pays ami, et Dieu sait qu'il y en a nombreux parmi tous les 54 pays africains, on retrouve des projets marocains, que ce soit des projets de coopération, que ce soit des projets de coopération technique également, ou encore des projets de co-investissement sur des secteurs qu'on a pu citer. Et ça permet aussi un accès au financement plus fluide, selon vous ? Sur le financement, vous savez, quel que soit le lieu, à partir du moment où les projets sont bancables, on n'a pas de problème de financement. Et aujourd'hui, les projets proposés par le Maroc sont des projets bancables. Et je le vois, les bailleurs de fonds sont là, les investisseurs privés sont là, nos banques sont là. Donc nous avons l'écosystème de financement qui est prêt à venir accompagner les projets. J'ai eu l'occasion pendant ce forum de discuter avec certains d'entre eux et ils sont enthousiastes par rapport à tout ce qui est en train de se passer, encore une fois, depuis la vision stratégique de Sa Majesté jusqu'à la déclinaison de la charte de l'investissement et ce qui est prévu. Donc je ne suis pas inquiet sur ce sujet-là. Et bientôt, peut-être une annonce qui devrait encore une fois nous réjouir, comme celle de la Gigafactory. Je vous préviendrai, je n'hésiterai pas à vous appeler. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de ce Africa CEO Forum. Peut-être un dernier mot, Mohsin Jazzouli. Et c'est un plaisir d'avoir un membre du gouvernement sur mon plateau. Ça fait un moment que je n'en ai pas eu. Et ça rassure en vous écoutant, parce que ça donne de l'espoir dans l'avenir et on a envie, on a besoin d'y croire. Et en vous écoutant, on le ressent, sincèrement. Écoutez, merci beaucoup, j'apprécie. Et j'apprécie également d'échanger avec vous parce que je crois que mes collègues du gouvernement sont prêts aussi à venir échanger avec vous. Et je ne prends pas d'engagement personnel en leur nom, mais je sais qu'ils sont nombreux à vouloir venir. Donc dès que vous les inviterez, ils viendront. Marhaba, en tout cas, marhaba, nos plateaux partout, à Rabat, Tanger, ici à Abidjan, sont toujours ouverts pour nos chers membres du gouvernement. Merci beaucoup, Mohsin Jazzouli. Merci à vous, bonne soirée. Voilà donc pour cette première partie de questions d'actu. On vous retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité dans le cadre de cette émission spéciale Africa Forum à Abidjan. À tout de suite. Nous avons parlé d'investissement en Afrique et notamment au Maroc en compagnie du ministre de l'Investissement en première partie de cette émission. Nous avons la perspective du gouvernement, quid de la perspective du secteur privé qui est largement représenté ici à Abidjan. Beaucoup de grands groupes marocains sont représentés, mais aussi le patronat. D'ailleurs, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la commission Afrique de la CGEM, également Monsieur Mazar du Maroc, Abdou Diop. Bonsoir. Bonsoir Khadija, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de Médien TV. C'est toujours un plaisir. Marhaba, c'est toujours un plaisir aussi pour moi que d'échanger avec vous, cher Abdou Diop. Alors, hier, il y a eu cette présentation Morocco Now, où la version locale de Invest in Morocco, la version locale de Africa CEO Forum de Invest in Morocco. Je voudrais avoir votre retour sur la perception des investisseurs africains de la destination Maroc pour l'investissement. Vous savez, il est essentiel dans cette dynamique d'investissement que nous menons avec tout ce qui a été fait pour justement faire du Maroc une terre d'investissement sur le continent. Il est essentiel que nos différents roadshows puissent aussi se passer sur le continent africain parce qu'il y a de plus en plus de grands groupes panafricains qui sont investisseurs, qui investissent partout sur le continent. Et pourquoi il est essentiel qu'on puisse faire ces événements sur le continent? Parce que justement, il y a quelquefois une perception que le Maroc a tout et s'autosuffit avec ses acteurs privés qui n'a pas besoin forcément d'investisseurs étrangers, en tout cas venant du continent. Les gens ont un peu peur de venir investir au Maroc à partir du continent, parce qu'ils, pas peur à cause de l'environnement, mais plus peur parce qu'ils ont l'impression que peut-être qu'au Maroc, il y a beaucoup de grands groupes qui trustent tous les secteurs et que peut-être qu'il n'y a pas de place pour des investisseurs panafricains. Et c'est là où il est essentiel qu'on puisse transformer le message pour montrer que
lorsque le Maroc fait la promotion des investissements, ce n'est pas uniquement destiné aux acteurs du monde occidental, mais qu'aujourd'hui aussi, il y a une très forte volonté du Maroc de faire venir des investisseurs d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord pour investir au Maroc. Et qu'on en a plusieurs qui commencent à le faire. Donc, dans quel secteur? Et qu'est-ce qu'offre le Maroc justement? Parce que j'imagine que l'offre, elle est aussi ciblée par rapport à l'origine de l'investisseur. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc offre beaucoup de choses. Offre d'abord une connexion entre l'Afrique et le reste des autres continents, l'Europe, les Amériques, le Moyen-Orient. Et pour un investisseur du continent, avoir cette possibilité de se connecter avec le Maroc ou d'opérer à partir du Maroc pour se développer sur le reste du monde est un élément essentiel. Deuxième élément non négligeable, c'est que le Maroc offre une plateforme qui est Casa Finance City, qui est super intéressante pour un opérateur qui intervient sur tout le continent, y compris opérateur panafricain. Aujourd'hui, une banque d'origine nigériane peut avoir intérêt à investir à Casablanca, particulièrement à Casa Finance City, pour gérer ses opérations continentales. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs, hôteliers ou autres, qui gèrent leur plateforme panafricaine à partir de Casablanca. Troisième élément qui est très important, c'est dans la complémentarité de chaînes de valeur. Aujourd'hui, il y a un axe de coopération fondamental qu'on prône, c'est ce fameux Made in Africa, qui n'est pas uniquement un slogan, mais qui est une réalité, où on essaye de voir comment créer des complémentarités de chaînes de valeur entre le Maroc et différents pays du continent. Parce qu'il y en a quelques-unes qui ont déjà été identifiées, parce qu'on entend souvent ce concept de co-investissement, de complémentarité des secteurs privés africains, mais est-ce qu'il y a vraiment déjà des pistes qui commencent à éclore? Oui, il y a énormément de pistes, et le chef de gouvernement le disait dans son discours inaugural, où il disait il y a toutes les complémentarités possibles en termes de chaîne de valeur sur le continent. Il faut juste les explorer. Et aujourd'hui, justement, on a identifié au moins une vingtaine de secteurs où il y a des complémentarités de chaîne de valeur. Et ce qu'on a fait, c'est justement, au niveau de la CGM, on a lancé une importante étude où on a ciblé 4 secteurs. 4 secteurs qui, aujourd'hui, sont clairement identifiés comme avec beaucoup de complémentarité. Je prends l'exemple du secteur automobile. Aujourd'hui, le Maroc va aller vers une production d'1 million de véhicules. On a un taux d'intégration très important, mais on a de la pneumatique importée, on a beaucoup d'éléments de carrosserie qui sont importés. Or, on a sur le continent africain les plus gros producteurs d'EVA, qui permet d'avoir le caoutchouc et ensuite, avec de la transformation et quelques adjuvants chimiques, de faire de la pneumatique. On a sur le continent les plus grands producteurs de bauxite, qui est l'élément de base pour faire de l'alumine et donc la carrosserie automobile. Et on n'a aucun élément de pneumatique, ni de carrosserie, ni d'autre, importé d'autres pays. Donc aujourd'hui, sur la chaîne de valeur automobile, on peut avoir de l'industrie pneumatique ouest-africaine pour alimenter les 1 million de véhicules marocains, de l'industrie de l'alumine aussi ouest-africaine pour alimenter la carrosserie. On peut avoir de l'industrie des cuirs et peaux qui permettent de faire les revêtements des sièges, etc. Il y a beaucoup de complémentarité jusqu'au Botswana sur la chaîne de valeur, sur la batterie automobile, le coltan, le lithium présent partout. Donc beaucoup de complémentarités qui peuvent permettre réellement de créer de la chaîne de valeur avec d'autres pays africains. Et donc on a vraiment lancé une étude très importante sur l'automobile, sur l'agro-industrie, parce que sur l'agro-industrie aussi il y a beaucoup de choses, sur le textile, le coton panafricain qui peuvent faire l'objet de la filature, et sur les industries électriques. Et tout ça, l'idée c'est vraiment de prendre une base qui va permettre de dire voilà ce que nous avons aujourd'hui sur la table, démarrer avec ça avec les différents acteurs panafricains et ensuite voir comment le développer de manière plus importante. Quand vous dites une base, ça veut dire que l'écosystème existe déjà, ça veut dire que ces unités qui vont transformer la bauxite en aluminium existent déjà chez nous. Ça n'existe pas encore. En fait, c'est parce que c'est l'œuf et la poule. Mais on va commencer par quoi exactement? Mais aujourd'hui, on commence par poser sur la table les opportunités. Vous savez, un investisseur du Ghana ou de la Guinée, vous leur dites, écoutez les gars, voilà, nous avons une industrie
qui est connecté aux chaînes de valeur mondiales. On vient soit co-investir avec vous au Ghana ou en Guinée sur des usines d'alumine pour transformer la bauxite, ou on vous propose d'investir dans ça et nous, on va être un élément qui va sourcer chez vous. Je veux dire, vous lui posez sur la table une opportunité réelle. C'est beaucoup plus facile que si vous lui vendez un rêve en lui parlant des chaînes de valeur. Donc, ce qu'on a voulu, c'est vraiment poser sur la table des différents patronats africains, et ça va faire l'objet d'un forum des patronats africains en octobre ou novembre, on n'a pas encore finalisé la date, où on va poser ça sur la table et discuter avec les différents patronats pour travailler sur des opportunités claires d'investissement. Comment est cette relation entre les patronats africains? Est-ce qu'on arrive à parler de la même voix? Parce qu'une des questions qui a été traitée, d'ailleurs, qui fait l'objet central de ce forum des chefs d'entreprise africains, c'est la question d'une voix unie de l'Afrique. Est-ce que c'est le cas pour le secteur privé, quand on connaît bien évidemment les réalités des politiques, en tout cas de la réalité politique entre ces pays africains? L'avantage du secteur privé, c'est que l'ego est basé sur le profit. Donc, il n'y a pas d'enjeu d'ego politique entre différents acteurs. Pour nous, il faut mettre sur la table du concret. Et c'est un peu le credo de la CGM. Il faut mettre sur la table du concret qui permette d'avancer. Et c'est l'esprit un peu de la rencontre des patronats africains qu'on avait organisée à Casablanca, où on avait une trentaine de patronats africains pour présenter le projet. Tout le monde a adhéré. Et ça va être l'esprit du forum qu'on va organiser de la PME africaine, avec aussi la rencontre des patronats qu'on va renouveler et faire chaque année, pour dire, écoutez, voilà des projets concrets sur lesquels on veut travailler. Après, chacun y verra son intérêt. Et quand on travaille ensemble, quand on fait du business ensemble, après, parler d'une simple voix est très facile. Donc, aujourd'hui, justement, c'est la question de l'œuf et de la poule. Et pour nous, l'élément le plus important, aujourd'hui, c'est de mettre des projets sur la table. Quand vous avez des projets sur la table, l'investisseur, il fonce parce qu'il voit du concret. Donc, l'investisseur a besoin de confiance aussi, Abdou Diop. Je posais la question à M. le ministre il y a quelques instants, justement, par rapport à cette confiance entre le patronat et le gouvernement. Déjà, elle est rétablie, selon les dires du ministre, vous confirmez? Oui, la confiance, elle est aujourd'hui au plus haut niveau. Vous savez, on est ici en One Team Maroc, patronat, ministre de l'investissement, chef de gouvernement et tout le secteur privé qui est là, avec la MDI autour. Donc c'est une vraie One Team. Et on l'a vu hier dans la session Invest in. Donc, on est parti en Espagne, c'était One Team. On a fait des sessions un peu partout à travers le monde, c'était One Team. Au Maroc, on a organisé la journée de l'industrie, c'était One Team. Aujourd'hui, il y a une vraie confiance entre le patronat et le gouvernement pour travailler ensemble, pour avancer ensemble, pour aller à l'international ensemble. C'est très important. Et ensuite, il y a une confiance aussi entre les secteurs privés marocains et secteurs privés des autres pays africains. Parce que justement, la confiance dans le business, quand on fait des affaires ensemble, on crée progressivement de la confiance et ça permet d'avancer. Et c'est une base essentielle. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur une intégration régionale juste de discours. Il faut que l'intégration régionale. C'est ce qu'on reproche aussi à la CGEM. Parfois, on reproche qu'il y a beaucoup de discours, beaucoup de forums, et qu'on peine à voir des résultats. Parce que, ne l'oublions pas, il est important de discuter, de faire de l'advocacy pour mieux se connaître. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si le Maroc est premier investisseur en Afrique et en Afrique de l'Ouest, c'est parce que le secteur privé a investi. Ce n'est pas parce que le secteur public a investi. Donc le secteur privé est en train de faire son travail sur le terrain. Deuxième investisseur sur le continent, c'est parce que le secteur privé est en train de faire son travail sur le terrain. Donc oui, il y a beaucoup de forums, mais en parallèle, il y a beaucoup de choses qui se passent concrètement. Et il y aura encore plus de choses, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de profiter de cette ZLECAf pour renforcer le Made in Africa. En parlant de ZLECAf, elle en est où? C'est un bilan d'étape. Elle avance. Selon l'Union africaine, vraiment, 2023 serait l'année de cette zone de libre-échange africaine. Vous savez, moi j'ai toujours dit, on est amis. Comme je l'écrivais en disant que la ZLECAf ne se fera pas en 2019, c'est trop tôt. Effectivement, l'histoire m'a donné raison. Comme je l'ai dit en disant que l'Union africaine a tendance à un peu penser uniquement en réglementation, mais oublier que les choses se font sur le terrain. Ce n'est pas l'Union africaine qui va commercer
entre elles, c'est le secteur privé qui va commercer. Donc il y a un temps. Aujourd'hui, très clairement, on demande à l'Afrique d'aller très vite, de réaliser les choses. La ZLECAf n'a que 3 ans. Pourquoi on veut des résultats, même pas 2 ans? Pourquoi on veut des résultats en 2 ans pour l'Afrique, alors que l'Union européenne a pris 30 ans pour à peine 8 à 10 États? Aujourd'hui, avec 54 États, c'est le plus grand accord de libre-échange après l'OMC. Donc, faisons les choses de la bonne manière et donnons le temps au temps. J'ai tendance à dire 2001, 2011, 2021, je me perds dans les dates. 2021, c'était la date d'entrée en vigueur. Donnons-nous 15 ans et au bout de 15 ans, faisons un bilan. Faire un bilan d'étape au bout de 2 ans, ça n'a pas de sens parce qu'on est encore en train de mettre en place. Vous avez parlé d'intégration régionale et c'est, selon nombre d'observateurs, c'est l'un des éléments essentiels pour cette intégration régionale. Encore une fois, c'est l'œuf et la poule. Est-ce qu'il faut développer l'intégration régionale pour faciliter la mise en œuvre de la ZLECAf ou vice-versa? La ZLECAf est un chapeau. On n'a pas attendu la ZLECAf pour faire des projets intra-régionaux, pour faire des communautés économiques régionales, etc. Oui, mais on connaît la réalité de l'intégration régionale en Afrique. La réalité, c'est que moi, j'ai un passeport CEDEAO et je circule en carte d'identité nationale entre les 15 pays de la CEDEAO. Ça, c'est une réalité. La SADC, 80% du commerce intra-Afrique subsaharienne. Donc, il y a des choses positives. Mais bon, on aurait pu mieux faire. Je suis d'accord, totalement d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, travaillons sur la complémentarité de chaîne de valeur. Avançons en ayant en tête qu'on est dans la ZLECAf et que ça va se faire. Donc, n'attendons pas que tout soit fait. L'Europe n'a pas attendu. Ils ont fait l'acier, le charbon. Ils ont commencé à mettre en place les choses. Donc, faisons les choses progressivement. Et surtout, soyons positifs et croyants. Ne jouons pas le jeu de ceux qui veulent casser la ZLECAf dès à présent. En disant, oui, ça ne marche pas, ça n'avance pas vite. Oui, mais ce n'est pas grave. Ça va avancer et faisons en sorte que ça marche. Et ça va marcher. Parce que 54 pays, 2,5 milliards de population à horizon 2050, dont 50% de plus de 25 ans, ça n'existe nulle part au monde, avec bien sûr plus de 80% du sous-sol en termes de richesse mondiale et plus de 60% des terres arables. L'Afrique va nourrir le monde, l'Afrique va fournir énormément de produits aux chaînes de valeur mondiales. Il faut juste qu'on y travaille et qu'on y travaille ensemble pour que ce Made in Africa soit une vraie réalité. Alors, il y a aussi la réalité des défis et des challenges aujourd'hui qui se dressent devant les 54 pays du continent. Il y a eu cette 4e édition des Africa Talks, organisée par le cabinet de conseil que vous représentez, Mazars. Et c'était censé apporter justement des réponses à ces défis. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces talks et des réponses à apporter dans le court terme déjà? Dans le court terme, très clairement... Parce que c'est basé sur des études, j'imagine. Oui, c'est basé sur des études, c'est basé sur des gens qui sont des acteurs du continent, qui sont des gens qui conseillent beaucoup d'États, etc. Donc c'est basé sur de la réalité du terrain. C'est tout l'état d'esprit de Africa Talks. On fait parler des gens qui vivent l'Afrique au quotidien et qui sont ceux qui pensent les stratégies pour un certain nombre de pays. Donc aujourd'hui, très clairement, il y a 3 éléments essentiels qui se dégagent. Premier élément, c'est qu'il faut que les États revoient leur plan de développement pour réellement aller dans des priorités essentielles. Les priorités, c'est quoi? C'est la sécurité alimentaire, c'est une priorité. La souveraineté industrielle, c'est une priorité. L'éducation, c'est une priorité. L'intégration régionale, c'est une priorité. Les États qui ne l'ont pas compris vont passer à côté. Parce qu'encore une fois, on parle de 2,5 milliards de population, dont 50% de moins de 25 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, trouver de l'emploi aux jeunes n'est plus juste un besoin. C'est un enjeu de sécurité nationale et continentale. On le voit partout où il y a des tensions. C'est parce qu'on n'a pas...
terrorisme, l'extrémisme violent, émeute, tout, c'est qu'on n'a pas réglé le problème de l'emploi des jeunes. Donc ça, c'est une réalité, personne ne peut y échapper. Deuxième élément indispensable, où les politiques doivent changer. On ne peut pas être 54 pays du continent à tous tout faire, être des hubs du monde. Il faut qu'on revienne aux avantages compétitifs. Chaque pays, chaque région doit travailler sur des avantages compétitifs. Souveraineté industrielle ne veut pas dire qu'on doit être souverain partout. La souveraineté industrielle, elle peut être pays, national, elle peut être sous-régionale, elle peut être régionale, elle peut être continentale. C'est comme ça qu'il faut réfléchir désormais. La sécurité alimentaire, elle peut être nationale, de préférence, sinon à minima sous-régionale, et sinon continentale. Ça, c'est un élément indispensable et les gens ont compris. C'est un argument aussi de campagne électorale qui fait que quand un candidat se porte, ou quand un candidat se porte aux élections, on veut remporter des élections, c'est je vais décrocher la souveraineté alimentaire et la souveraineté, et j'en passe, économique. Oui, mais il faut que ce soit des éléments de priorité. C'est ça. Maintenant, c'est comment on le gère qui doit changer. On ne doit plus penser uniquement à son pays. On doit être dans une dimension. Parce qu'on ne peut pas être souverain partout. Il y a des pays qui ont les moyens, il y a d'autres pays qui n'ont pas les moyens. Si je suis le Maroc, effectivement, je peux dire j'assure ma sécurité alimentaire nationale, ma souveraineté industrielle, etc. Parce qu'on a déjà posé les bases d'un certain nombre de choses et qu'on est en avance sur beaucoup de pays du continent. Mais il y a d'autres pays qui ont encore du chemin et doivent avoir ça comme ambition, mais doivent le faire progressivement. Et le dernier élément qui est très important, c'est qu'il faut que le secteur privé puisse trouver un cadre pour justement accompagner l'État dans cette dynamique. L'État peut vraiment mettre cette volonté d'avoir une souveraineté industrielle, une sécurité alimentaire, de l'éducation pour tous, etc. Mais il faut que ce soit accompagné par un secteur privé fort. Et c'est ça un peu l'esprit de cette coopération forte entre le secteur public et privé marocain. Parce que c'est comme ça que main dans la main, on peut construire et faire avancer le pays et les différents pays du continent. Donc ça, c'est vraiment des éléments clés qui sont sortis de ces Africa Talks et qui permettent de dire aujourd'hui, c'est des enjeux essentiels. Et bien sûr, bon, après, il y a le cadre général international. On a beaucoup parlé de toute cette évolution que doivent avoir les institutions de Bretton Woods. On est sur le Road to Marrakech où on va recevoir les assemblées de la Banque mondiale et du FMI. Il y a beaucoup de sujets sur les droits de tirage spéciaux, sur le fait que aujourd'hui, dans l'esprit des acteurs mondiaux du développement et notamment de toutes ces organisations internationales, il ne faut pas que toute la dynamique soit uniquement orientée décarbonation, économie verte, etc. Économie bleue. Économie bleue. Et qu'on oublie la lutte contre la pauvreté, l'aide au développement. Ce n'est pas deux choses qui doivent venir en compétition. Il y a parce que ça ne répond pas aux besoins des Africains, in fine. Parce que, oui, mais peut-être. Ça répond, mais c'est une fenêtre. Oui. C'est une fenêtre. On ne peut pas tout mettre dans le panier. On ne peut pas tout mettre sous le prisme de l'économie verte, du développement durable. Il faut effectivement que dans ces différentes priorités, ce soit une des priorités, mais il ne faut pas que ce soit l'unique priorité. Et ça, dans les discussions de Marrakech, qui vont être très intéressantes, il faudra que l'Afrique, justement, parle d'une même voix et puisse poser ça sur la table. Et aussi parler de la refonte de tous ces DTS et de leur utilisation, de leur allocation d'abord et ensuite de leur utilisation prioritaire. Et bien sûr, bon, il y a tout l'enjeu, mais ça je ne parlerai pas parce que je me fais toujours beaucoup d'ennemis avec ça, il y a tout l'enjeu du net zéro et le all green, etc. Et bon, franchement, on ne va pas abandonner notre gaz et notre pétrole. Il y a des pays qui ont. Parce qu'il y a. Oui, il y a des pays qui l'ont affirmé devant justement ces institutions internationales, des pays africains comme le Niger par exemple, qui a effectivement affirmé qu'il ne laisserait pas la manne pétrolière pour les énergies renouvelables parce qu'ils en ont besoin. Non, en fait, il ne faut pas dire je ne laisserai pas.
on va continuer à promouvoir le solaire, l'hydraulique, l'éolien, parce que c'est aussi une ressource naturelle qu'on a, mais on a aussi du gaz et du pétrole qu'on va exploiter. C'est une combinaison des deux. Maintenant, on va voir comment balancer les choses pour que le net soit le moins polluant possible, mais bon, on ne peut pas dire aux gens d'abandonner totalement les énergies fossiles. Vous avez parlé de ce cadre que mettent les gouvernements pour le secteur privé. Je voudrais un commentaire du secteur privé que vous représentez sur la charte de l'investissement et sa mise en œuvre à travers les décrets. Donc on en attend le deuxième dans peu de temps d'ailleurs. Je pense que je suis très légitime pour parler de ça parce que lors du GITEX, au nom de Mazars, j'ai signé une convention d'investissement avec l'État. Exact. Donc je peux en parler. Ce qui est vraiment très appréciable, c'est que, sincèrement, entre le moment où nous avons commencé les discussions avec le ministre, au sortir d'une réunion de présentation de la charte à la CGM qui date de moins de 2 mois, et les discussions avec la MDIE et la signature de la convention qui implique aussi le ministère de la Transition oui, numérique, parce que c'est un sujet numérique sur lequel on investit. Ça a duré 2 mois. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de promouvoir, ça se fait concrètement sur le terrain. C'est une réalité. Et vraiment, on a eu toutes les facilitations du monde et un écho très positif des équipes de la MDIE, des équipes du ministère. Aujourd'hui, on a une très belle charte des investissements qu'il faut exploiter. Il faut bien sûr que les projets soient créateurs d'emplois, ce qui est normal, parce qu'encore une fois, il faut donner des jobs aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc forcément, et il faut aussi promouvoir ces secteurs stratégiques qui font que on parle au Maroc de gens qui sont opérationnels sur des sujets de cybersécurité, de data analytics, d'IT audit ou encore de RSE, développement durable, des métiers du futur. On est déjà en train de les faire et en train de donner l'opportunité aux jeunes diplômés marocains ou d'Afrique subsaharienne d'ailleurs, parce que notre plateforme recrute aussi beaucoup de monde diplômés d'Afrique subsaharienne ou en tout cas originaire d'Afrique subsaharienne diplômés du Maroc. Donc il y a une vraie promotion des investissements, il y a un vrai cadre qui est en place et aussi il y a une équipe très dynamique sur cela et on l'a vu. Je pense que tous ceux qui étaient présents à l'Africa CEO Forum ont vu ce dynamisme de l'équipe Made in Morocco sur justement cette promotion des investissements. Merci beaucoup, Abdou Diop. Merci d'avoir répondu à nos questions encore une fois. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau. Marhaba, merci, le plaisir est le nôtre. Voilà, c'était Question d'actu spéciale Africa CEO Forum. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.